Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information. Tout de suite, les principaux titres qui seront développés tout au long de ce 19h. Libye, l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bashara, élu par le Parlement à la tête du nouveau gouvernement libyen, il devrait succéder à Abdelhamid Dbeibah au poste de Premier ministre. Tunisie, la décision de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature se confirme. Le président tunisien Kais Saïed décrète le Conseil dissous. Il annonce dans la foulée son remplacement par un autre. Les autorités maliennes annoncent la création d'un mécanisme de concertation avec la CEDEAO et l'Union africaine. Ce mécanisme vise à faciliter les pourparlers entre le Mali et les organisations internationales. Nous allons parler archéologie dans ce 19h, des dernières découvertes mises à jour du moment, de la Chine à la Turquie en passant par la Russie. Comme annoncé dans les titres, Libye, l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bashara, élu par le Parlement à la tête du nouveau gouvernement libyen. Il devrait succéder à Abdelhamid Dbeibah au poste de Premier ministre. Ce dernier avait ouvertement critiqué les intentions du Parlement en déclarant qu'il ne remettra le pouvoir qu'après une élection nationale. Le Parlement avait, pour rappel, retenu deux candidats, Fathi Bashara, 59 ans, et Khaled El-Beibas, 51 ans. Après le retrait d'El-Beibas, Fathi Bashara est resté seul en lice. Et Abdelhamid Dbeibah aurait été la cible de coups de feu ce matin, a déclaré une source y voyant une tentative d'assassinat. Cette tentative survient donc dans un contexte de tension entre Dbeibah et le Parlement. La Libye, entre les tenailles des deux hommes tenant les institutions phares du pays, le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah et le chef du Parlement Aguila Salah. Les deux hommes s'obstinent chacun de son côté à faire valoir son opinion au détriment de la Libye qui s'avance tout droit vers l'impasse, surtout avec la nomination du nouveau Premier ministre Fathi Bashara. Leila Girtal. Un pays qui s'achemine de plus en plus vers l'impasse tant politique que sécuritaire, le bras de fer qui oppose le Parlement d'Aguila Salah au gouvernement de Abdelhamid Dbeibah risque de plonger le pays dans une crise sans précédent, au risque de voir des affrontements, des groupes armés ressurgir sur le terrain. Sapant plus de 8 ans d'efforts de paix consentis par la communauté internationale, mais aussi par les pays voisins. L'annonce éventuelle d'un Premier ministre émanant du Parlement de Tobrouk pourrait envenimer la situation. Abdelhamid Dbeibah, l'actuel Premier ministre, refusant tout retrait de son poste, va conduire à une situation inédite, même si elle présente des similitudes avec celle de 2014, à savoir celle de deux gouvernements parallèles à la non-reconnaissance mutuelle. Où va la Libye devant cet autisme politique manifeste? Une question qui n'a jamais été aussi d'à propos qu'aujourd'hui. Je vous propose à présent d'écouter le chercheur universitaire et spécialiste de la question libyenne, Arafat Habib. Il revient sur les répercussions d'une telle situation sur la stabilité de la Libye. Il y a un gros problème aujourd'hui de légitimité des institutions en Libye. Le Parlement dont on parle a été élu en 2014. Ça fait à peu près 8 ans que ce Parlement est là. Il n'y a pas eu de renouvellement de ses membres. C'est la même chose aussi pour le Haut Conseil de l'État qui est là depuis un peu plus de 10 ans. Et donc tous ces corps souffrent d'une véritable légitimité et ne peuvent pas, à mon avis, légiférer en toute liberté. Seul le voisinage a encore des chances et des capacités, aussi bien à l'intérieur de la société libyenne qu'avec les belligérants, de pouvoir pousser les Libyens vers une véritable solution. Ce qui a détruit tout le processus politique en Libye et qui a fait de sorte que ces élections ne se tiennent pas, ça a été le jeu irrationnel et surtout irresponsable des puissances occidentales.
Toujours en Libye, la conseillère du secrétaire général des Nations Unies en Libye, Stéphanie Williams, a assisté à la réunion du comité militaire conjoint 5+5. Il s'est tenu dans la ville de Sirte. Williams appelle à un soutien régional et international pour la Libye. La conseillère a également déclaré que l'objectif de cette réunion était d'activer l'action du plan de sortie de crise signé au mois d'octobre dernier. En Tunisie, la décision de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature se confirme. Le président tunisien Kais Saïed décrète le Conseil dissous. Il annonce son remplacement par un autre. Cette décision a provoqué l'ire des magistrats qui ne décolèrent pas. Pour en parler justement avec nous en direct, Karim Ben Saïd, journaliste tunisien. Bonsoir. Bonsoir Karim. Alors effectivement, il y a eu donc cette décision, on l'attendait, attendue donc du président de la République de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature. On le sait, il y a eu énormément de discours du président de la République contre les magistrats. Évidemment, cette décision de remplacer le Conseil supérieur de la magistrature par une instance provisoire chargée des affaires courantes pour effectivement en vue de remplacer ce Conseil supérieur de la magistrature provoque, comme vous l'avez bien précisé, la colère des magistrats qui ont observé aujourd'hui une grève dans les tribunaux. Alors, ils sont évidemment en colère, ils refusent même cette décision. Ils estiment que toute instance provisoire n'aura aucune assise juridique. Il faut savoir pour nos auditeurs pour nos téléspectateurs effectivement que le président de la République depuis le 25 juillet détient l'ensemble des pouvoirs. Donc ce bras de fer entre les magistrats et la présidence de la République va avoir énormément de répercussions, notamment sur les relations de la Tunisie avec un certain nombre de partenaires, notamment l'Union européenne, qui s'inquiète aussi donc de cette dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, qui, Karim, pour s'il eux, vous de plaît, leur point de vue, est une garantie de la séparation des pouvoirs. Alors Karim, cette annonce de dissolution, on va dire, du Conseil par le président, c'est-à-dire aujourd'hui, quelle est la différence entre la première annonce de dissolution par le président Kais Saïed et cette décision d'aujourd'hui d'annoncer c'est-à-dire qu'elle a été prononcée avec décret? Alors, certains estiment que c'était un rétro-pédalage du président de la République, mais en fait, il a laissé planer le doute lors de son annonce, puisqu'il est allé la veille de la commémoration donc de l'assassinat du dirigeant de gauche Chokri Belaïd, donc le 6 février. Et il a été assassiné le 6 février 2013. On le rappelle, il avait annoncé la dissolution de considérer justement ce Conseil supérieur de la magistrature dissous. Alors, il y a eu une campagne effectivement d'opposition contre cette dissolution et il semble que le président de la République ait choisi une autre option, c'est-à-dire de remplacer, en tout cas de modifier la composition de ce Conseil supérieur de la magistrature et ne pas finalement le supprimer définitivement. Et là, il y a un problème parce que la vraie problématique et pourquoi aussi l'opinion publique tunisienne est divisée sur cette question, c'est que effectivement, il est vrai qu'un certain nombre de magistrats sont embourbés dans un certain nombre d'affaires de corruption. Et d'ailleurs, le comité de défense de la famille des victimes des assassinats politiques l'ont précisé, ont donné un certain nombre d'éléments qui semblent acculer en tout cas les magistrats. Mais le problème... Oui Karim ? Oui. Alors, cette nouvelle a été suivie de l'annonce, comme vous l'avez dit, de la mise en place d'un nouveau conseil. Est-ce que cela signifie que les noms de membres de ce nouveau conseil étaient déjà connus? Alors, les noms, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Non. Pour l'instant, non, il n'y a pas d'informations à ce sujet. Il faut savoir que le Conseil supérieur de la magistrature est composé de 45 membres élus par la majorité,
conformément à la Constitution de 2014 qui a été mise entre parenthèses par le président de la République. Donc l'équation que devra résoudre le président de la République, finalement, c'est d'un côté assainir la justice, assainir ce pouvoir qui est la justice, et en même temps ne pas retomber dans une sorte de dictature où il n'y a pas finalement de séparation entre les pouvoirs. C'est vraiment l'équation que devra résoudre le président de la République dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Très bien, merci beaucoup Karim Ben Saïd d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste tunisien. Alors, le président algérien présent, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jeudi l'ancien président nigérien Mohamed Issoufou en visite en Algérie. L'entrevue s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie, Ramtan Lamamra, et le chef du cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. Et le président du Niger, Mohamed Bazoum, effectue une visite de travail en Mauritanie. Les entretiens Bazoum-Ould El-Ghazouani devront porter sur les problèmes rencontrés par les États membres du G5 Sahel. Un état d'incertitude règne sur l'avenir du G5, notamment après les bouleversements politiques intervenus au Burkina Faso. Le nouveau chef d'état-major général des armées au Burkina Faso, nommé par le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le colonel-major David Cabré remplace à ce poste le général de brigade Gilbert Ouedraogo et entend donner un nouveau souffle à la lutte contre le terrorisme et la priorité pour la restauration de l'intégrité du territoire et le retour des déplacés dans leur localité. Pour sa part, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont approuvé sans condamner explicitement le coup d'État militaire. En Afrique toujours, les autorités maliennes annoncent la création d'un mécanisme de concertation avec la CEDEAO et l'Union africaine. Ce mécanisme vise à faciliter les pourparlers entre le Mali et les organisations internationales dans l'objectif d'adopter un chronogramme consensuel de la suite de la transition malienne. Safwan Ben Sabri. Les autorités de transition maliennes annoncent l'établissement d'un mécanisme pour la concertation. Les autorités expriment ainsi une volonté de poursuite du dialogue avec la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale. Bien que les positions des autorités maliennes et celles de la CEDEAO semblent en totale opposition depuis plusieurs semaines, les autorités souhaitent laisser la porte ouverte à la concertation avec l'instance. Le groupe de dialogue réunira plusieurs pays et instances dont le Ghana qui préside la CEDEAO, le Sénégal qui préside l'Union africaine, la Mauritanie, le Nigeria ou encore l'Union africaine ainsi que les Nations unies. La coordination sera assurée par le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Le Mali, qui avait déclaré que le pays avait plus que jamais besoin de ses partenaires internationaux, et c'est dans cette optique qu'il compte renforcer la coordination entre les aspirations du peuple et les exigences internationales. Deux visions s'opposent toujours entre la CEDEAO et les autorités de transition. Côté malien, la sécurité et la mise en œuvre de réformes sont fixées comme priorité. Une prolongation de 4 ans de la durée de la transition a été proposée. L'échéance est jugée trop longue pour l'organisation sous-régionale qui exige un plan d'action rapide pour mettre fin à son embargo. Nouvelle vague d'arrestations au Soudan visant les représentants de partis politiques qui ont été écartés du pouvoir par le coup d'État du 25 octobre dernier. Il s'agit des dernières interpellations en date après de nombreuses arrestations de militants, journalistes, avocats et manifestants qui militent pour un pouvoir civil. L'assassinat des 3 militants du Fatah à Naplouse, en Palestine, continue de susciter la colère et l'indignation en Palestine occupée. Le Conseil national palestinien décide de rompre ses engagements sécuritaires avec l'entité sioniste. Les précisions avec Souad Ben Batouche.
Les Palestiniens haussent une nouvelle fois le ton. La dénonciation des crimes de l'entité sioniste a uni la voix des factions palestiniennes tiraillées par des luttes politiques intestines. Elles ont juré vengeance après la liquidation de 3 membres des brigades d'Al-Aqsa mardi dernier à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Une opération terroriste sioniste menée par les forces spéciales de l'armée d'occupation. Leur véhicule a été criblé de balles. Une énième agression qualifiée d'odieuse et de lâche fait une nouvelle fois monter au créneau les différentes forces politiques palestiniennes. Au vu du reniement par l'entité sioniste des accords signés, ces tentatives d'entraver la réalisation de l'indépendance du peuple palestinien et sa souveraineté sur ses terres, le Conseil central palestinien décide de rompre les engagements de l'OLP et de l'autorité palestinienne, ainsi que tous les accords passés avec l'entité sioniste. Les Palestiniens livrés à eux-mêmes face à l'apartheid de l'entité sioniste ne cessent d'exhorter la communauté internationale à condamner et enquêter sur ces crimes contre l'humanité. Je vous propose à présent d'écouter Alain Grech, ancien rédacteur en chef du journal Le Monde diplomatique. Il revient sur le silence de la communauté internationale face à la politique de l'entité sioniste. La communauté internationale cautionne depuis très longtemps la politique israélienne, ne veut rien faire pour critiquer la politique israélienne. On a vu d'ailleurs récemment l'organisation Amnesty International, qui est quand même une organisation internationalement reconnue, qui a un énorme prestige, etc., fait un rapport pour dénoncer la situation en Israël-Palestine en disant que c'est une situation d'apartheid. Il n'y a eu pratiquement aucune réaction des gouvernements occidentaux, sinon pour critiquer le rapport. Vous vous souvenez quand il y a eu la première normalisation entre les Émirats arabes unis et Israël, l'argument avancé par les émiratistes est de dire, grâce à nos relations bilatérales, nous allons pouvoir contenir la colonisation israélienne, nous allons pouvoir contenir les exactions israéliennes. Et c'est évidemment le contraire qui s'est produit. Et toujours en Palestine, les forces de l'occupation ont procédé à l'arrestation massive à l'aube d'un grand nombre de Palestiniens à Al-Quds et en Cisjordanie occupée. Selon l'agence de presse palestinienne, les arrestations ont eu lieu dans le nord de Naplouse. Les forces de l'occupation ont également arrêté 2 enfants de la ville d'Al-Khadar au sud de Beit Lahem. 2022, proclamée l'année de la lutte contre la normalisation, la coordination marocaine de lutte contre le sionisme et la normalisation fera cette annonce lors d'un forum à distance avec pour thème « Nous luttons contre l'entité sioniste et nous protégeons les patries ». Parmi les participants, l'ancien chef du Parti travailliste britannique Jeremy Corbyn, l'homme politique et militant des droits de l'homme irakien Hussein al-Zubaydi et le prédicateur de la mosquée Al-Aqsa ainsi que Cheikh Ekrima Sabri. Et puis, les alliances Maroc antité-sionistes et les enjeux géostratégiques, un sujet que l'on vous propose juste avant la fin du journal dans notre nouvelle rubrique, le Zoom du 19h. La Russie et la Biélorussie entament aujourd'hui des exercices militaires pour 10 jours en Biélorussie dans un climat de tension internationale autour de la question ukrainienne. Les exercices se déroulent avec l'objectif de se préparer à arrêter et repousser une agression extérieure dans le cadre d'une opération défensive, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Et ce rendez-vous environnemental qui se tient en France, à Brest plus exactement, One Ocean Summit, dans l'espoir de traiter les dossiers internationaux cruciaux autour des mers, souhaités par le président français Emmanuel Macron. Ce sommet est le premier d'une série d'événements internationaux autour de l'océan. Une réunion de l'ONU sur l'environnement fin février abordera la question d'un accord international. Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est entretenu mercredi avec le roi d'Arabie Saoudite, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Selon la Maison-Blanche, l'appel téléphonique était axé sur l'approvisionnement énergétique et des développements
au Moyen-Orient, y compris les problèmes de l'Iran et du Yémen. Les deux dirigeants ont affirmé les engagements à assurer la stabilité de l'approvisionnement énergétique mondial, tandis que le roi Salman a souligné l'importance de maintenir l'équilibre et la stabilité des marchés pétroliers. Dans le dossier santé, en France, la préfecture de police a annoncé jeudi interdire à Paris les convois de la liberté inspirés du mouvement canadien pour protester contre les restrictions sanitaires. Au même moment, la Suède vit son premier jour de la levée des restrictions. Les détails avec Neila Hamoud. Rien ne va plus au Canada. Des opposants aux mesures sanitaires bloquent depuis bientôt 2 semaines les rues de la capitale fédérale, Ottawa. Ils sont arrivés le 28 janvier pour protester contre la politique sanitaire. Face à des blocages inacceptables, selon Justin Trudeau, la police, elle, a durci le ton. Elle menace d'arrêter tout manifestant assiégeant les rues. L'axe stratégique L'Ambassadeur, le pont le plus fréquenté entre le Canada et les États-Unis, est figé depuis lundi soir par les chauffeurs des poids lourds. Un blocage qui pourrait avoir des répercussions économiques importantes pour le pays. Est inacceptable. L'impact sur les petites entreprises, sur les manufacturiers, sur les chaînes d'approvisionnement continue et que ce soit les barricades aux frontières, que ce soit l'emprise à Ottawa, nous devons de faire tout ce qu'on peut ensemble, tous les différents paliers de gouvernement pour en mettre fin. Ce qui aiderait énormément, c'est que les partis conservateurs disent à ses supporters, à ses sympathisants d'arrêter de bloquer notre économie et de retourner chez eux. Le mouvement Convoi de la liberté fait tache d'huile sur la France. Et pour ne pas perdre le contrôle, le préfet de police de Paris a vite réagi. Il a interdit les manifestations dans la capitale tout en dénonçant des risques de troubles à l'ordre public. Et afin d'apaiser les tensions, le porte-parole du gouvernement a évoqué ce mercredi une possible levée du pass vaccinal fin mars, début avril, ce qui ne dissuade pas le convoi de la liberté. Si pour certains pays la levée des restrictions est pour bientôt, d'autres ont déjà renoué avec la vie normale. Les rues de Stockholm respirent à nouveau sans contraintes sanitaires. C'est leur premier jour de liberté. En Bolivie, c'est aujourd'hui que commence le procès de l'ex-chef de l'État bolivien par intérim avec 2 chefs d'accusation, les résolutions contraires à la Constitution et le non-respect de ses devoirs. Janine Áñez, jugée pour avoir accédé à la présidence sans respecter la procédure conforme à la Constitution après le départ d'Evo Morales. Économie, le marché algérien du blé glisse des mains de la France. En janvier dernier, aucune cargaison de blé français n'a été expédiée vers l'Algérie. Les explications de Mohamed Wali Ben Chaben. En janvier dernier, l'Algérie n'a importé aucune cargaison de blé français. Ayant longuement bénéficié de la place d'important fournisseur de l'Algérie, la France ne s'impose plus au marché algérien du blé, fait inédit depuis 10 ans. Toutefois, les appels d'offres lancés par l'Office interprofessionnel des céréales ont été attribués essentiellement aux opérateurs de la mer Noire, tandis que les cours du blé sont revus à la baisse en cette période dans la région à cause de leur compétitivité avec les marchés français traditionnels. L'absence de la France dans l'approvisionnement céréalier de l'Algérie vient confirmer un mouvement de baisse des volumes acheminés constaté depuis déjà quelques mois. En novembre dernier, la part du blé français dans les importations algériennes totales est passée de 56 à 24% depuis le début de l'année 2021. En outre, le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a récemment ordonné de doubler la production algérienne de céréales, affirmant que la production agricole est un enjeu crucial pour l'Algérie. Dans plusieurs pays européens, le prix du carburant a fortement augmenté. Les prix ont même atteint des records historiques alimentés par la hausse des cours du brut. En France, et selon des chiffres hebdomadaires du ministère de la Transition écologique, une hausse de 1,50 centimes de plus a été enregistrée. Jamais ce carburant n'avait été aussi cher. Les voitures particulières fonctionnant aujourd'hui avec ce carburant représentent 57% du parc automobile français.
Économie toujours, retour en Algérie, le financement des startups sous différentes formes est une étape cruciale dans leur cycle de vie. En Algérie, le mécanisme dit Business Angel a désormais pignon sur rue. On les appelle les Business Angels ou investisseurs providentiels. Ils sont parmi les mécanismes les plus réputés dans le monde pour le financement de start-up et de projets innovants à forte valeur ajoutée. Précurseur en la matière en Algérie, le Casbah Business Angels a organisé une rencontre entre son réseau d'investisseurs et 5 startups algériennes activant principalement dans le domaine du digital. Nous avons remarqué un regain d'intérêt des investisseurs depuis quelques temps, ce qui est quelque chose d'extrêmement positif. Nous avons également amélioré le cadre réglementaire de manière à encourager l'investissement sur les startups et notamment pour les fonds d'investissement étrangers. Nous sommes sur des projets très concrets de création ou d'installation de fonds d'investissement étrangers en Algérie. Place dès lors à un véritable speed dating entrepreneurial entre start-upers et leurs futurs mentors. Le mode d'emploi est plutôt simple. Trouver la pépite de demain et miser sur son succès en lui apportant le financement et l'accompagnement nécessaires à son décollage, contre une petite prise de participation au capital. Donc, en plus d'un apport financier que peut apporter un business angel, nous cherchons un investisseur qui pourra nous accompagner à l'élaboration de nos stratégies marketing et commerciales, le networking et les partages d'expérience surtout, notamment le business angel va nous dire quelles sont les erreurs à éviter sur le marché et va nous aider vraiment à maximiser et à optimiser nos stratégies d'investissement. Véritables électrons libres de l'économie, les startups ont un cycle de vie qui les situe rapidement en phase de développement. D'où l'intérêt pour l'État algérien de leur garantir les sources de financement adéquates. On a commencé depuis le début de l'année 21 à recevoir les dossiers, les porteurs de projets, sachant que la condition sine qua non, c'est l'obtention du label, soit projet innovant ou start-up. Et on a vu à peu près 320 dossiers durant l'année, d'où 118 dossiers ont été passés devant un comité d'investissement où on a eu l'accord de soixantaine de projets de financement déjà. En plus d'un label, la création de start-up en Algérie est encouragée, notamment via le lancement du statut de société par action simplifiée, une nouvelle forme juridique taillée sur mesure. Nous allons parler archéologie, les dernières découvertes mises à jour du moment de la Chine à la Turquie en passant par la Russie. Les scientifiques ne cessent de nous surprendre. Amela Beja. En Turquie, un diplomate polonais passionné d'histoire a fait une découverte fortuite d'une ville vieille de 11 siècles, la cité antique de Thébassa, une ville fortifiée située à la province de Karaman, à l'est de la Turquie. Depuis longtemps, Thébassa avait fait l'objet de plusieurs tentatives de recherche par les archéologues, mais le résultat était en vain. Mais aujourd'hui, les vestiges retrouvés devraient nous apporter davantage sur l'histoire des conflits entre les civilisations, à nommer celle des Byzantins et des Arabes au Xe siècle. Cap vers le nord-ouest de la Chine, dans le site archéologique de la ville de Turfan, une armature de cavalier composée de plus de 5000 écailles en cuir, ancienne de 2500 ans. Retrouvée cette fois-ci par des archéologues qui considèrent cette trouvaille l'une des preuves de transmission de savoir technologique à travers le continent eurasien, au début du premier millénaire avant notre ère. C'est en sud-ouest de la Russie qu'on finit notre voyage archéologique. Au cimetière de Vitsa, des chercheurs ont trouvé une tombe de guerrière vieille de 2500 ans. Des squelettes de 4 femmes avec leurs armes et leur équipement qui auraient toutes été inhumés au IVe siècle avant notre ère. Et comme nous vous l'annoncions tout à l'heure, place à présent à votre nouvelle rubrique, le Zoom du 19h. Et pour ce premier numéro, nous allons examiner les contours de l'entente stratégique entre la monarchie marocaine et l'entité sioniste. Ce pacte colonial scellé sur le dos des peuples de Palestine et du Sahara occidental menace la déstabilisation de la région nord-africaine et le sud de l'Europe. Zoom sur les enjeux et les contours de cette alliance belliqueuse avec Sofiane Barouti.
L'Algérie l'affirme à chaque occasion par la voix de ses plus hautes autorités. Elle demeurera attachée à ses principes historiques d'humanisme et de solidarité avec les peuples luttant contre le joug colonial. La victoire diplomatique éclatante au dernier sommet africain est sans doute le couronnement d'efforts continus déployés par Alger pour renforcer l'axe stratégique afro-arabe menacé par les tentations belliqueuses et une instabilité galopante. Le rôle de l'Algérie ne s'est jamais fait démentir aux côtés du peuple palestinien soumis à un régime d'apartheid et en soutien au peuple du Sahara occidental luttant pour son droit à disposer de lui-même. La position algérienne sur la question palestinienne est une position spéciale. Nous demandons à tous les pays arabes de s'inspirer de la constance algérienne, caractérisée par un engagement permanent envers la cause palestinienne, comme l'a exprimé à plusieurs reprises le président Tebboune, et surtout quand il a dit que la cause palestinienne était une cause algérienne. Et que cette cause est une préoccupation centrale pour l'État et le peuple algérien. En plus de ça, le prochain sommet arabe d'Alger sera celui de la Palestine, comme il l'a exprimé. Le pacte belliqueux entre la monarchie et l'entité sioniste ouvre un cycle de turbulences et menace la stabilité régionale. Le fait de normaliser ces relations et d'installer Israël aux frontières de l'Algérie d'un côté et aux frontières du Sahara occidental de l'autre, bien sûr, c'est introduire le ver dans le fruit et par conséquent, c'est un facteur d'instabilité, d'insécurité dans la région. Pourquoi? Parce que tout simplement, Israël veut absolument faire agenouiller l'Algérie devant ses désirata comme il l'a fait avec d'autres pays du monde musulman et du monde arabe. Le rôle que joue la monarchie marocaine peut être étayé par sa fonction centrale, qui est la suivante: aider à la pénétration de l'entité sioniste sur le continent africain, objet de toutes les convoitises. L'Algérie a donc des raisons de penser que sa ligne stratégique et son rôle historique gênent les prétentions d'acteurs prédateurs partageant des ambitions expansionnistes affichées. Le régime sioniste est pour sa part passé maître dans l'art macabre de l'administration par la transgression du droit international et de la gestion par le tout sécuritaire. L'État hébreu tente donc de transférer ce modus operandi du Moyen-Orient sinistré vers l'Afrique du Nord. L'implantation de bases militaires opérationnelles dans la région est une réelle menace pour toute la sphère euro-africaine. À la veille de la célébration du sommet Union africaine-Union européenne de Bruxelles, la question aurait tout lieu d'être posée. Fin de ce 19h, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Amel Hamzian Zitouni. Demain, retrouvez Amit Touter pour l'édition de 19h. Quant à moi, je vous retrouve à 19h. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.